Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en 2 parties de notre série sur les grandes énigmes historiques, je vais tenter de faire la lumière sur la vie d'un génie du théâtre de l'ère élisabéthaine, William Shakespeare. Il est l'auteur le plus joué au monde et certainement l'un des plus connus, mais de lui on sait finalement très peu de choses. Victor Hugo disait de lui « Il a l'émotion, l'instinct, le cri vrai, l'accent juste, toute la multitude humaine avec sa rumeur ». Une œuvre si foisonnante, si riche et si variée, qu'on se demande parfois comment un seul homme a pu la concevoir en si peu de temps. Fin septembre 1588, la certitude est acquise que l'invincible armada envoyée par le roi d'Espagne Philippe II pour venger l'exécution de Marie Stuart et anéantir l'Angleterre est irrémédiablement dispersée et ruinée, beaucoup par la tempête, un peu aussi par la marine anglaise, magistralement commandée par l'amiral Howard. Élisabeth Ier a vaincu la plus grande menace qui ait jamais pesé sur l'Angleterre. Elle devient une héroïne mythique chantée par les poètes sous le nom de Gloriana, symbole de l'unité nationale et incarnation vivante de l'État. Après 10 ans de tension et de danger, le sentiment d'être une île assiégée s'estompe. Les années suivantes seront celles d'un grand épanouissement culturel, particulièrement pour la poésie et le théâtre. 1588 est aussi l'année où Shakespeare quitte sa ville natale de Stratford-on-Avon pour s'installer à Londres. Il est poète, il veut écrire des pièces de théâtre, mais il va commencer par être comédien. C'est en 1576 que la première salle de spectacle digne de ce nom est construite à Londres, le théâtre de James Burbage. Sa forme arrondie rappelle celle des arènes, mais aussi celle des cours d'auberge où les comédiens avaient l'habitude de se produire. Des galeries circulaires permettent au public élégant de s'installer. Les autres sont au parterre où l'on reste debout. C'est moins cher. La scène avance sur le parterre, les acteurs jouent vraiment au milieu des spectateurs, mais cette scène est déjà aménagée pour permettre des effets variés. Il y a des trappes d'où peuvent surgir des revenants et des démons et un balcon pour les musiciens. D'autres théâtres vont se construire. Le Cygne, la Fortune, puis plus tard le plus célèbre d'entre tous, le Globe. Il faut aussi préciser que les représentations ont lieu le jour, car les théâtres sont relégués dans des quartiers excentriques. Ils doivent donc fermer leurs portes suffisamment tôt pour que les spectateurs soient rentrés chez eux avant la tombée de la nuit. Autre précision importante, les rôles féminins sont interprétés par de jeunes garçons au visage glabre ou rasés de près. Aucune femme ne doit apparaître sur la scène. C'est dans cet univers que débarque William Shakespeare. Il a 24 ans. Il a laissé femme et enfants dans sa ville natale. On dit qu'il a entamé sa carrière en gardant les chevaux aux portes du théâtre Burbage. Comme toujours dans la vie de Shakespeare, rien n'est très clair dans cette période. La seule chose dont on soit sûr est qu'il va très vite devenir acteur et auteur. Shakespeare est né le 23 avril 1564 à Stratford-on-Avon, dans le Warwickshire, à l'ouest de Londres. Sa mère descendait d'une vieille famille de propriétaires terriens. Son père, John Shakespeare, dont les parents étaient cultivateurs, était venu s'installer à Stratford et s'y établir comme gantier. Ce gros bourg était devenu un centre commercial et industriel d'envergure au cours du XVIe siècle. Le gantier, un homme ambitieux, s'occupait aussi du commerce de la laine, des peaux et des bestiaux. Il avait épousé Marie Arden, non parce que ses parents étaient de riches propriétaires terriens, mais parce qu'elle était apparentée aux Ardennes qui avaient été les seigneurs du comté du temps des Saxons, avant Guillaume le Conquérant. John Shakespeare avait aussi quelques charges officielles dans la cité. 8 enfants sont nés de cette union, William étant le 3e. Son acte de baptême est conservé dans les archives de la paroisse de Stratford. Il fait ses études à la Grammar School de la ville d'excellente renommée. Elle existe toujours. On peut toujours visiter ces salles basses surmontées d'une charpente aux poutres apparentes.
Les élèves y passent des heures entières à étudier la grammaire latine autorisée de William Lilly, très réputé dans l'Angleterre de la Renaissance. Été comme hiver, les cours commencent à 7 heures pour s'arrêter 10 heures plus tard avec une interruption de 2 heures pour le déjeuner. William apprend aussi un peu de grec, mais il est évident qu'aux études, il préfère le spectacle plein de vie et d'animation à Stratford. L'été, il court avec ses amis à travers les champs et les bois. L'hiver, il écoute les longs récits fantastiques que content les adultes au coin du feu. En toute saison, le bourg est traversé par des voyageurs se dirigeant vers Londres, parfois par des cortèges magnifiques de nobles, mais surtout par des compagnies théâtrales. Les représentations se déroulent dans une grande salle du village sur autorisation officielle. Les compagnies théâtrales sont alors sous la protection de familles aristocratiques. Son père emmène William, âgé de 4 ans, voir une pièce donnée par une compagnie qui s'appelle « Les Hommes du Comte de Worcester ». Peut-être est-ce ce jour-là qu'il a la révélation de la magie du théâtre. Même si on assure parfois qu'il a suivi des cours à Oxford pendant 1 ou 2 trimestres, il est certain qu'il y a un grand contraste entre ses études, certes solides, mais du niveau d'une modeste bourgade, et l'extraordinaire érudition dont William Shakespeare fera preuve dans la plupart de ses œuvres. C'est là que réside le mystère Shakespeare. A-t-il tout écrit lui-même, ou a-t-il été inspiré par un érudit soucieux de tenir secrète sa propre identité? En France, plus tard, on dira la même chose à propos de Molière. Quoi qu'il en soit, au départ, William ne songe pas à se consacrer au théâtre puisque, en 1582, à l'âge de 18 ans, il épouse Anne Hathaway qui a 8 ans de plus que lui. Elle appartient à une famille de paysans aisés qui habitent très près de Stratford. William vient lui rendre visite dans un charmant cottage qui existe toujours et qui contraste avec la maison bourgeoise de la famille Shakespeare. C'est un mariage d'amour. Le jour des noces, Anne Hathaway est déjà enceinte d'environ 3 mois. Une fille nommée Suzanne naîtra au printemps suivant. Le bonheur conjugal du jeune couple ne va pas durer longtemps. 2 ans après la petite Suzanne, Anne donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille prénommés Hamnet, avec un N et non Hamlet, et Judith. Mais quelques mois plus tard, alors que les enfants sont tout petits, William quitte subitement Stratford pour devenir acteur à Londres. Son départ va scandaliser la petite ville. Certes, ses habitants aiment le théâtre, mais ils considèrent les acteurs comme des saltimbanques, et puis pour ces puritains, il est synonyme de vice et de perdition. L'épouse de William était-elle puritaine? On n'en sait rien. En tout cas, elle a refusé de suivre son mari à Londres avec leurs enfants. Shakespeare va donc vivre seul dans une chambre modeste afin de pouvoir enfin se livrer à sa passion. Il ne s'agit pas d'une rupture complète, mais il est vrai qu'ils se reverront peu. On ne sait pas dans quelle compagnie il a fait son apprentissage d'acteur. Ce que l'on sait est que bientôt, il va se lier d'amitié avec James Burbage et ses 2 fils et va travailler dans leur théâtre. À la fois auteur et acteur, Shakespeare constitue un cas exceptionnel. Les auteurs dramatiques sont souvent des poètes maudits qui vendent pour une bouchée de pain leurs œuvres à des compagnies qui s'en assurent l'exclusivité. Il n'y a pas de droit d'auteur. Si la pièce est un succès, c'est la compagnie qui va en profiter et recevoir des bénéfices. En 1592, Shakespeare commence à être un acteur connu, mais peut-être aussi déjà un auteur à succès. En effet, cette année-là, un vieux dramaturge nommé Robert Greene, sur le point de mourir, se lance dans de violentes diatribes contre les acteurs qu'il traite de singes, de gredins et de monstres maquillés. Puis, il s'attaque directement à William Shakespeare. Ce nouveau venu, ce corbeau prétentieux qui se pare de nos plumes, cachant son cœur de tigre sous la peau d'un acteur, qui s'imagine pouvoir faire ronfler le ver blanc aussi habilement que le meilleur d'entre nous, ce vulgaire Jean Sait-Tout, qui croit être le seul en ce pays capable d'ébranler la scène. C'est très méchant, mais cela prouve que Shakespeare est déjà connu et a réussi à faire parler de lui et en effet, a fortement ébranlé la scène. La première date marquante de sa vie d'auteur dramatique est l'année 1591. Il écrit Henri VI,
une pièce fleuve qui se situe alors que la guerre de Cent Ans fait rage, au moment où se déclenche en Angleterre la guerre des Deux Roses. Il consacrera un nombre considérable de pièces à cette période troublée. Il écrit Henri VI, une pièce fleuve qui se situe alors que la guerre de Cent Ans fait rage, au moment où se déclenche en Angleterre la guerre des Deux Roses. Il consacrera un nombre considérable de pièces à cette période troublée. Il y aura ensuite Richard II, Henri IV, Henri V, Henri VI remanié et ensuite le fameux drame Richard III. Toutes ces pièces racontent la naissance de l'Angleterre, désormais apaisée grâce à Élisabeth Ier, Gloriana. Il y a des héros glorieux, des traîtres, des lâches, des perfides, des maîtresses femmes, mais aussi des femmes sacrifiées. Mais pour l'instant, il n'a écrit que Henri VI et sa carrière va connaître une pause car en 1592, tous les théâtres londoniens ferment à cause d'une épidémie de peste. La fermeture des salles durera 2 ans au cours desquels les compagnies parcourent la province. Shakespeare l'a-t-il fait ? On ne le sait pas, mais c'est à cette époque qu'il publie 2 chefs-d'œuvre de poésie lyrique, Vénus et Adonis, et Le viol de Lucrèce, imprimé par Richard Field et publié respectivement entre les années 1593 et 1594. Leur succès est si grand auprès du public lettré que les éditions se succèdent à un rythme inhabituel pour ce genre de publication poétique. Selon l'usage de l'époque, Shakespeare a dédié ses œuvres à un protecteur appartenant à la noblesse, Henry Wriothesley, 3e comte de Southampton, l'un des gentilshommes les plus en vue à la cour et filleul de la reine Élisabeth Ier. Très intelligent, diplômé de Cambridge, très riche et mécène généreux, il s'est lié à cette époque avec Shakespeare d'une grande amitié. Encouragé par ce succès, l'imprimeur Richard Field incite Shakespeare à se consacrer à une carrière purement littéraire. Mais ce dernier aime trop le théâtre et dès la réouverture des scènes londoniennes, on trouve son nom dans la distribution d'une pièce montée par la très célèbre compagnie du Chambellan, sous la haute protection de Lord Hudson, chambellan de la cour. Dès lors, le théâtre sera toute la vie de Shakespeare. Shakespeare va continuer sa série de pièces historiques, les complétant, les modifiant, mais à un certain moment, il va situer nombre de ses drames ou de ses comédies en Italie. Y est-il allé ? Sans doute pas. Néanmoins, il s'est parfaitement documenté, probablement grâce à un certain Giovanni Florio. Cet Italien, résidant à Londres, avait écrit des manuels de conversation italienne, un dictionnaire italien-anglais et traduit les œuvres de Montaigne en anglais. Shakespeare le rencontre chez Lord Southampton et l'inspiration italienne va donner quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, La Mégère apprivoisée, Le Marchand de Venise et bien sûr Roméo et Juliette. Le fait d'appartenir à la compagnie du Lord Chamberlain sert beaucoup notre auteur qui ne cesse d'écrire des drames et de les jouer. Il continue aussi son écriture poétique. La reine Élisabeth Ier apprécie beaucoup les œuvres de Shakespeare, particulièrement Peine d'amour perdu, une comédie d'une élégance raffinée avec des dialogues subtils et brillants qui retracent les vicissitudes de l'amour que porte le roi de Navarre à la fille du roi de France. En 1596, Shakespeare va connaître un grand chagrin, la mort de son unique fils, Hamnet, décédé en août pendant que son père était en tournée en province. Son émotion n'est pas feinte quand dans ses tragédies il déplore la mort d'un être jeune. Il l'a vécu et il en a souffert. En 1599, sa troupe dispose d'un nouveau théâtre prestigieux, le Globe. Muni des équipements et des aménagements les plus modernes pour l'époque, il est considéré comme la meilleure et la plus belle salle de spectacle de Londres. Actionnaire du théâtre, l'auteur va alors gagner beaucoup d'argent. Il commence à acheter des terres autour de Stratford, puis la magnifique maison de New Place, édifiée à la fin du XIVe siècle, une des plus belles et des plus grandes des environs. Le 6 janvier 1601, Élisabeth Ier demande à Shakespeare et à sa troupe de jouer pour la fête des rois. Cet hiver-là, les spectacles et divertissements à la cour ont été particulièrement brillants. Le duc de Bracciano, qui visite alors l'Angleterre, décrit à sa femme la somptuosité de cette célébration. La cour tout entière était vêtue de blanc, avec tant d'or et de joyaux que c'était merveille à voir. La reine portait tant de bijoux qu'on se demandait comment elle pouvait les supporter. Je ne crois pas qu'on puisse voir ailleurs dans le monde une cour si bien ordonnée et aussi riche.
À cette occasion, Shakespeare va donner la première représentation de La Nuit des Rois, composée spécialement pour cette fête. Élisabeth Ier s'enthousiasme pour cette comédie d'humour et de fantaisie sur fond de naufrage, de jumeaux perdus, de travestis, de quiproquos et d'amours ambigus. C'est donc un triomphe pour l'auteur, mais parfois, les triomphes peuvent précéder les désastres. Le jeune et beau comte d'Essex est le favori de la reine. Il a 34 ans de moins qu'elle et est très maladroit. La souveraine l'a envoyé en Irlande pour mater une révolte. Non seulement il n'y est pas arrivé, mais, insulte suprême à Élisabeth Ier, il s'y est marié secrètement. Furieuse, elle le dépouille de toutes ses dignités et le bannit de la cour. Essex décide alors de se venger. Son but est d'organiser une manifestation populaire dans Londres, de marcher sur le palais royal et de destituer la reine alors âgée de 68 ans. La veille, le 7 février 1601, les conjurés se présentent au Théâtre du Globe et demandent à la troupe de Shakespeare de reprendre une de ses premières tragédies historiques, Richard II. Le point culminant de cette pièce est la scène où le roi Richard II est contraint d'abdiquer. Les conjurés voulaient obliger Élisabeth Ier à suivre son exemple et à renoncer à la couronne. Flairant le danger, Shakespeare et les acteurs ne veulent rien entendre, assurent que la pièce est démodée et n'attirerait personne. Les amis d'Essex expliquent qu'ils dédommageront la troupe. Richard II est donc joué et va enflammer une bonne partie du public au moment où le roi est déposé. Malheureusement pour Essex, le peuple de Londres est beaucoup moins enthousiaste pour le suivre le lendemain et marcher sur le palais royal. Essex et ses complices sont arrêtés. Élisabeth Ier signe la condamnation à mort de son ancien favori. Il est décapité le jour suivant. Le Théâtre du Globe est compromis. Accusés de complicité, Shakespeare et ses comédiens ont raconté leur répugnance à jouer la pièce et la corruption dont ils avaient été victimes. Ils seront acquittés. Élisabeth Ier se montre magnanime. Elle aime trop le théâtre de Shakespeare pour pouvoir s'en passer. Elle meurt 2 ans plus tard, en 1603. Le nouveau roi, Jacques Ier Stuart, aura-t-il le même goût pour le théâtre que la défunte reine ? Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire, consacré à Shakespeare. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques. Élisabeth Ier d'Angleterre par Michel Duchesne, édition Fayard, 1992. Shakespeare, collection Les Géants, numéro culturel hors série de Paris Match, 1969. La saga des reines par Jean Descartes, édition Perrin, 2012.